Quand Henri Dubois décida d'échanger son costume contre un tablier de cuisine, il n'imaginait pas que la vérité sur sa future épouse lui serait servie avec le petit déjeuner. Le baron veuf, propriétaire de l'un des plus grands domaines viticoles de la vallée de la Loire, était sur le point de découvrir que tout le poison ne vient pas en flacon. Certains sont enveloppés dans des robes de soie et du parfum français. C'est l'histoire que vous allez entendre maintenant, une histoire de déguisement, de révélation et de seconde chance. Située dans les vignobles de la campagne française, où l'arôme du vin se mêle aux secrets gardés dans les cuisines des grandes demeures. Préparez-vous à rencontrer un homme qui a tout perdu, a tenté de reconstruire sa vie, et a failli commettre la plus grande erreur de son existence, jusqu'à ce qu'une cuisinière courageuse décide que la vérité valait plus que son propre emploi. Mais avant de continuer, vérifiez si vous êtes déjà abonné à la chaîne et écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Votre participation nous aide à continuer à vous apporter des histoires qui touchent le cœur et vous font réfléchir sur la vie. C'était un matin de mai 2023, quand tout commença. La gelée de l'aube couvrait encore les vignobles du domaine Sainte-Rita et la fumée des cheminées montait lentement dans l'air froid du lever du jour. Henri Dubois était sur la véranda du manoir, observant le mouvement des travailleurs qui se préparaient pour une nouvelle journée de vendange. Il avait 42 ans, les cheveux grisonnants aux tempes et le poids de 3 ans de veuvage marqué sur son visage fatigué. La mort d'Hélène, sa première épouse, avait été rapide et cruelle. Un accident de voiture sur la route reliant le domaine à la ville de Tours. Depuis lors, Henri s'était uniquement consacré au travail, à ses 2 jeunes enfants, Laura, 8 ans, et Pierre, 6 ans, et à l'administration de la propriété que la famille Dubois possédait depuis 5 générations. Mais la solitude pesait, les nuits étaient trop longues, le silence du manoir résonnait dans les couloirs vides, et les enfants demandaient constamment leur mère. C'est alors que Marcelle Durand apparut dans sa vie. Marcelle avait 35 ans. Elle était diplômée en administration des affaires, avait travaillé à Paris pendant des années et avait décidé de retourner à la campagne, après avoir hérité d'une petite propriété voisine du domaine d'Henri. Élégante, éloquente, avec des manières de grande ville et un sourire qui semblait étudié pour chaque occasion. Ils se rencontrèrent lors d'une vente aux enchères de bétail, où Marcelle représentait les intérêts d'une coopérative locale. Le rapprochement fut progressif. Des rencontres fortuites en ville, des conversations d'affaires, des dîners qui commencèrent de manière plus formelle et devinrent plus personnels. Marcelle savait exactement quoi dire, quand sourire, comment lui toucher légèrement le bras lorsqu'elle racontait une histoire. En quelques mois, Henri était convaincu d'avoir trouvé une seconde chance d'être heureux. La demande en mariage eut lieu un soir de septembre, lors d'un dîner au domaine Sainte-Rita même. Marcelle accepta les larmes aux yeux, serra Laura et Pierre avec une tendresse qui parut sincère, et commença immédiatement à planifier la cérémonie qui aurait lieu dans 2 mois, début décembre, lorsque les pluies seraient passées et que les vignobles seraient verts et fleuris. Mais Henri commença à remarquer de petits détails étranges. Marcelle ne voulait jamais parler de son passé à Paris. Elle éludait la conversation quand il l'interrogeait sur sa famille et avait une manière contrôlante de gérer les affaires de la maison. Elle examinait les dépenses du domaine avec une minutie qui frôlait l'obsession, faisait des commentaires sur des rénovations coûteuses qui devaient être faites, et suggéra à Henri de rédiger un Nouveau Testament pour protéger les enfants. Comme elle le disait, ce furent en ces détails qui plantèrent la première graine de doute. Henri n'était pas un homme naïf. Il avait bâti un empire agricole à force de travail acharné, de négociations difficiles et d'un instinct aiguisé pour déceler les mensonges. Mais le cœur, il le savait, est l'organe le plus facile à tromper. C'est alors que Madame Marthe, la cuisinière qui travaillait au domaine depuis 15 ans, annonça qu'elle devait prendre sa retraite. L'arthrose de ses genoux ne lui permettait plus de rester des heures debout à préparer les repas du manoir. Henri fut désolé par la nouvelle. Madame Marthe était plus qu'une employée. Elle faisait partie de la famille. Elle avait connu Hélène, avait aidé à élever les enfants, gardé les secrets et les souvenirs de cette maison. Marcelle se proposa de s'occuper du recrutement de la nouvelle cuisinière. Elle dit qu'elle avait des contacts, qu'elle connaissait quelqu'un de très bien et que ce serait vite réglé. Henri, occupé par les vendanges qui battaient leur plein, accepta sans trop réfléchir. 3 jours plus tard, Marcelle annonça qu'elle avait embauché quelqu'un. Son nom était Béatrice Martin. Elle avait 28 ans.
Elle venait d'une petite ville de l'intérieur de l'Auvergne. Elle apportait de bonnes références de maison où elle avait travaillé et commencerait le lundi suivant. Marcel insista pour dire qu'elle était discrète, efficace et ne posait pas trop de questions, ce qui était une qualité rare selon ses dires. Henri trouva l'observation étrange mais ne fit aucun commentaire. Le lundi matin, lorsque Béatrice arriva au domaine amenée par un chauffeur VTC, il était dans son bureau, réglant des problèmes d'exportation. Il n'aperçut qu'un bref coup d'œil par la fenêtre, une femme petite, aux cheveux bruns attachés en chignon, portant une vieille valise et un sac en toile. Pendant les premiers jours, Béatrice apparut à peine en dehors de la cuisine. Henri ne voyait que les résultats de son travail dans les plats qui arrivaient à table, toujours bien faits, assaisonnés juste comme il faut, présentés avec un soin qui rappelait l'époque de Madame Marthe. Les enfants l'aimèrent immédiatement. Laura disait que Béatrice faisait le meilleur gâteau de Savoie du monde et Pierre demandait sans cesse à l'aider à éplucher les pommes de terre. Marcel, en revanche, traitait Béatrice avec une froideur qu'Henri jugeait inutile. Elle donnait des ordres secs, révisait son travail d'un œil critique, et à plusieurs reprises, Henri entendit des commentaires acides sur des gens qui ne connaissent pas leur place, ou des employés qui doivent en se souvenir qui commandent ici. Béatrice ne répondait jamais, se contentait de baisser la tête et de continuer à travailler. Ce fut un après-midi d'octobre, 2 semaines après l'arrivée de Béatrice, qu'Henri prit une décision inhabituelle. Il était dans son bureau, révisant les comptes du domaine, lorsqu'il découvrit une divergence dans les dépenses de la maison. Des sommes élevées payées à des fournisseurs qu'il ne connaissait pas, des rénovations qui n'avaient pas été faites, des achats de meubles qui n'étaient jamais arrivés, tout cela autorisé par Marcel. Henri sentit son estomac se serrer. Il confronta sa fiancée ce soir-là même. Marcel fut indigné, dit qu'il était méfiant sans raison, que ces dépenses étaient nécessaires, qu'elle ne faisait que prendre soin de leur avenir. La discussion fut tendue et, pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, Henri vit quelque chose de différent dans ses yeux. Une dureté, une froideur qui ne correspondait pas à la femme affectueuse qu'il croyait connaître. Il dormit mal cette nuit-là. Le lendemain, il se réveilla avec une idée fixe en tête. Il devait savoir qui Marcel était vraiment, ce qu'elle voulait, s'il y avait quelque chose d'autre qu'il ne voyait pas, mais comment découvrir la vérité sans qu'elle sache qu'il enquêtait. C'est alors qu'il pensa à quelque chose qui, sur le moment, parut absurde, mais qui avait tout son sens. S'il voulait savoir ce qui se passait réellement dans cette maison, il devait être là où les gens parlaient librement, où les secrets s'échappaient involontairement, où personne ne prétendait être quelqu'un d'autre. Et cet endroit, Henri le savait très bien, c'était la cuisine. La décision était prise. Henri allait se déguiser en employé et travailler dans la propre cuisine du domaine. L'idée était risquée, presque ridicule, mais plus il y pensait, plus elle avait de sens. Marcel passait des heures au téléphone, recevait des visites qu'il ne connaissait pas, et avait des réunions en ville dont elle ne donnait jamais de détails. S'il y avait quelque chose qui n'allait pas, si elle cachait quelque chose, quelqu'un dans la maison le saurait, et cette personne en parlerait probablement à Béatrice. Le plan devait être bien exécuté. Henri appela son avocat, Maître Leclerc, un homme de 60 ans qui s'occupait des affaires de la famille Dubois depuis des décennies. Il lui raconta tout, ses soupçons, les dépenses étranges, le changement de comportement de Marcel. Maître Leclerc écouta en silence, et quand Henri eut fini de parler, l'avocat dit seulement qu'il avait ses propres doutes, mais qu'il avait besoin de preuves avant d'agir. Ils convinrent qu'Henri ferait un voyage d'affaires d'1 semaine à Paris. En réalité, il resterait chez le gardien à l'autre bout du domaine et reviendrait au manoir, déguisé en aide-cuisinier temporaire. Maître Leclerc préparerait toute la fausse documentation, créerait une identité avec un nom différent et n'informerait que 3 personnes de confiance du plan, le gardien, l'ancienne gouvernante, qui était comme une mère pour Henri, et un comptable qui ferait l'audit complet des finances pendant que Marcel croirait que le baron était absent. Béatrice ne saurait rien. Il était important qu'elle agisse naturellement, sans se douter que le nouvel aide-cuisinier était en réalité le propriétaire de la maison. Henri rasa la barbe qu'il portait depuis des années, teignit ses cheveux en noir pour dissimuler les mèches grises, mit une casquette usée et des vêtements simples empruntés au gardien. Quand il se regarda dans le miroir, il se reconnut à peine. Le lundi suivant, Henri annonça son voyage.
Marcel parut soulagé, voire animé, ce qui ne fit qu'accroître ses soupçons. Elle embrassa son visage avec une tendresse mécanique, dit qu'elle en profiterait pour avancer les préparatifs du mariage et qu'il n'avait pas à s'inquiéter de quoi que ce soit. Les enfants furent tristes, mais il promit de leur rapporter des cadeaux de Paris. Il quitta le domaine en voiture le matin, roula jusqu'à la ville, laissa le véhicule dans le garage de l'avocat et revint au domaine à pied par l'arrière, traversant le vignoble. Il arriva chez le gardien alors qu'il faisait déjà nuit. Monsieur Jacques, un homme d'une 50aine d'années, loyal comme peu d'autres, avait déjà tout préparé. Un changement de vêtements de travail, de faux documents au nom de Jean-Charles Lefebvre, et une histoire toute prête selon laquelle il était un cousin éloigné de Monsieur Jacques, qui avait besoin d'un emploi temporaire. Le mardi matin, Monsieur Jacques conduisit Jean-Charles jusqu'à la cuisine du manoir. Béatrice préparait le café, et quand elle vit les deux hommes entrer par la porte de derrière, elle arrêta ce qu'elle faisait et s'essuya les mains sur son tablier. Monsieur Jacques fit les présentations naturellement. Il dit que Jean-Charles était son cousin, un bon travailleur, qu'il avait besoin de quelques jours de service en attendant de trouver quelque chose de fixe et que Madame Marcel avait autorisé qu'il aide en cuisine, car il y avait beaucoup de travail avec les préparatifs du mariage. Béatrice regarda Henri, ou plutôt Jean-Charles, avec une expression de doute, mais elle acquiesça simplement et dit que toute aide était la bienvenue. Henri garda les yeux baissés, feignant la timidité. Il murmura un bonjour d'une voix plus grave que la normale et resta immobile, attendant des instructions. « Vous pouvez commencer par laver ces casseroles », dit Béatrice d'une voix ferme, mais pas impolie. Henri acquiesça et se dirigea vers l'évier. Ses mains, habituées à signer des contrats et à taper sur des ordinateurs, plongèrent dans l'eau chaude savonneuse. C'était étrange d'être là, de l'autre côté, à faire un travail qu'il n'avait jamais fait de sa vie. Les casseroles étaient lourdes, l'éponge éraflait sa peau et l'eau chaude lui rendait les mains rouges. Béatrice travaillait en silence préparant le repas du jour. De temps en temps, elle donnait de courtes instructions. « Prenez ce plat, séchez les assiettes, rangez les tasses dans le placard. » Henri obéissait à tout sans poser de questions. Il devait paraître n'être qu'un travailleur temporaire de plus, quelqu'un d'invisible, que les gens ignorent après quelques minutes. Vers 9 heures du matin, Marcel entra dans la cuisine. Elle était impeccable, comme toujours, vêtue d'une robe légère, les cheveux attachés en une élégante queue de cheval, maquillage discret. Elle ne regarda même pas Henri, s'adressant seulement à Béatrice avec ce ton de voix qu'il commençait à reconnaître. Un mélange d'autorité et de mépris mal dissimulé. « Béatrice, le petit déjeuner des enfants est en retard. Elles ont leur cours de piano dans une demi-heure. J'ai besoin que vous soyez plus efficace. » Béatrice s'essuya les mains sur son tablier et Henri remarqua qu'elle serrait la mâchoire avant de répondre. « C'est déjà prêt, madame. Je vais servir tout de suite. » Marcel leva les yeux au ciel. « Autre chose, cet après-midi, je vais recevoir des invités importants. Je veux que vous prépariez ce déjeuner spécial. Vous savez lequel, n'est-ce pas? Et pas d'erreur cette fois. Vous avez bien compris. »« Oui, madame, » répondit Béatrice. Marcel quitta la cuisine sans un mot de plus. Henri continua à laver les casseroles, mais observait tout du coin de l'œil. Quand la porte se referma, Béatrice laissa échapper un long soupir fatigué. Le premier jour de travail d'Henri en cuisine fut épuisant. Il lava des casseroles, nettoya des cuisinières, éplucha des kilos de pommes de terre et de carottes, balaya le sol 3 fois, et en fin d'après-midi, il avait mal aux pieds et au dos. Béatrice travaillait sans relâche, avec une efficacité impressionnante, préparant des repas élaborés, organisant le garde-manger et trouvant même le temps de faire un gâteau au chocolat que les enfants adoraient. Pendant la journée, Henri observa que Béatrice était traitée avec indifférence par Marcel, mais avec affection par les enfants. Laura et Pierre entrèrent dans la cuisine dès qu'ils le pouvaient, demandèrent des morceaux de fruits, racontaient des histoires de l'école, et Béatrice écoutait tout avec une attention sincère, posait des questions, riait des blagues enfantines. C'était un contraste frappant avec la façon dont Marcel se comportait, toujours pressé, toujours irrité quand les enfants faisaient du bruit. En fin d'après-midi, lorsque Marcel sortit pour ses visites importantes, l'atmosphère de la maison changea complètement. Béatrice détendit ses épaules, mit une musique douce à la radio de la cuisine et sourit même quand Pierre entra en courant, demandant un verre de jus. C'est à ce moment-là qu'elle parla enfin à Henri. « Vous êtes le nouveau, n'est-ce pas?
demanda-t-elle, en coupant des oignons pour le dîner. Henri, qui séchait des assiettes, acquiesça. Oui, c'est moi. J'avais besoin d'un travail temporaire. Béatrice l'observa avec ce regard attentif qu'Henri avait déjà remarqué. Vous n'avez pas l'air habitué à la cuisine. Henri regarda ses propres mains, rouges et avec de petites coupures. Il força un sourire timide. C'est que je travaillais plus dans les champs. La cuisine, c'est nouveau pour moi. Elle sembla accepter l'explication et retourna à son travail. Henri continua d'observer. Béatrice avait une manière pratique de faire les choses. Elle ne gaspillait pas ses mouvements. Elle savait exactement où chaque ustensile était rangé. Elle avait aussi une tristesse dans les yeux, quelque chose qu'elle essayait de cacher, mais qui apparaissait dans les moments de silence. Pendant le dîner, qui fut servi uniquement aux enfants, puisque Marcel avait dit qu'elle mangerait dehors, Henri aida à mettre les assiettes sur la table. Laura le regarda avec curiosité. « Vous êtes le nouvel aide-cuisinier » demanda la petite fille. « Oui, c'est ça » répondit Henri, essayant de ne pas sourire. « Mon nom est Jean-Charles. »« Papa est parti » continua Laura. « Il est parti à Paris aujourd'hui. » Henri sentit son cœur se serrer en entendant sa fille parler de lui à la troisième personne. « Papa est le meilleur » dit Pierre, la bouche pleine de riz. « C'est le meilleur papa du monde, mais parfois il est très triste. Je crois que c'est à cause de notre maman qui est allée au ciel. » Laura donna un coup de coude à son frère. « Pierre, ne dis pas ces choses. » Béatrice intervint doucement. « Allons manger, les enfants. Après, vous pourrez regarder un peu la télévision avant de dormir. » Henri retourna à la cuisine, la poitrine serrée. Entendre ses enfants parler de lui, d'Hélène, de la tristesse qu'il essayait de cacher, fut plus difficile qu'il ne l'avait imaginé. Il commença à faire la vaisselle du dîner en silence. Béatrice travaillait à ses côtés, organisant la cuisine pour le lendemain. C'est alors qu'elle commença à parler, presque comme si elle pensait à voix haute. Ces enfants sont très spéciaux, vous savez. On sent qu'ils ont été élevés avec amour. C'est dommage qu'ils vont maintenant devoir vivre avec... Béatrice s'arrêta brusquement de parler, comme si elle avait réalisé qu'elle en disait trop. Henri continua à laver les assiettes, essayant de paraître désintéressé, mais son cœur battait la chamade. « Vivre avec qui ?» demanda-t-il d'une voix désinvolte, sans la regarder. Béatrice hésita, s'essuyant nerveusement les mains sur son tablier. « Rien, non, oubliez, je ne devrais pas parler des patrons. » Henri insista sans la regarder directement. « Vous pouvez parler, mademoiselle. Je ne le dirai à personne. Je ne suis qu'un aide temporaire. Personne ne se soucie de ce que j'entends ou n'entends pas. » Elle resta silencieuse un long moment. Henri pouvait sentir qu'il y avait quelque chose qu'elle voulait dire, quelque chose qui pesait, mais qu'elle avait peur de partager. Il continua à laver les assiettes, lui laissant le temps de décider. Finalement, Béatrice parla à voix basse, presque un murmure. La future épouse du baron n'est pas celle qu'elle prétend être. Henri sentit chaque muscle de son corps se tendre, mais il se força à continuer à laver les assiettes avec des mouvements normaux. « Comment ça ?» demanda-t-il, essayant de paraître seulement curieux, pas anxieux. Béatrice regarda la porte de la cuisine, vérifiant qu'il n'y avait personne aux alentours. « Je ne devrais pas dire ça, mais cette femme, Marcel, elle n'est pas ici par amour, elle est ici pour l'argent, et je le sais parce que je l'ai déjà vue avant. » Henri se tourna finalement pour la regarder, tenant toujours une casserole mouillée dans ses mains. « Vous la connaissiez déjà ?» Béatrice acquiesça, et il y avait quelque chose de douloureux dans son expression. « Je la connaissais, et je sais exactement de quoi elle est capable. » Avant qu'elle ne puisse continuer, ils entendirent le bruit d'une voiture qui arrivait. Marcel était de retour. Béatrice se tut immédiatement et retourna travailler comme si rien ne s'était passé. Henri continua à faire la vaisselle, mais son esprit était en plein tumulte. Que savait Béatrice? D'où connaissait-elle Marcel et pourquoi avait-elle accepté de travailler précisément dans cette maison, sachant qui était la future maîtresse des lieux? Marcel entra par la porte de derrière quelques minutes plus tard, apportant avec elle une forte odeur de parfum cher et de cigarettes. Elle passa directement par la cuisine, sans regarder Béatrice ni Henri, monta les escaliers, et peu après on entendit la porte de sa chambre se fermer avec force. Béatrice et Henri finirent de nettoyer la cuisine en silence. Quand tout fut prêt pour le lendemain, elle se tourna vers lui. « Jean-Charles, où dormez-vous »« Chez Monsieur Jacques. » Henri acquiesça. « Oui, j'y dors. Il m'a laissé rester dans la petite chambre à l'arrière.
Elle hésita, mordant sa lèvre inférieure. « Demain, si vous pouvez, venez un peu plus tôt. Avant 6 heures du matin, je veux vous parler de quelque chose d'important. » Henri accepta, essayant de ne pas paraître trop anxieux. « Ne vous inquiétez pas, je serai là. » Il sortit par la porte de derrière, traversa la cour dans l'obscurité et prit le chemin à travers les vignobles qui menaient à la maison du gardien. Monsieur Jacques l'attendait avec du café chaud et du pain beurré. « Alors, comment s'est passé votre premier jour ?» demanda le gardien avec un demi-sourire. Henri se laissa tomber sur la chaise, épuisé. « Difficile. Je n'aurais jamais imaginé que travailler dans une cuisine soit si fatigant, mais j'ai découvert quelque chose d'important. Béatrice, la cuisinière, elle connaît Marcel d'avant et a dit que Marcel n'est pas ici par amour. » Monsieur Jacques devint sérieux. « C'est grave, patron. Vous pensez que cette femme complote quelque chose ?» Henri se frotta le visage avec les mains. « J'en suis sûr, mais j'ai besoin de preuves. Béatrice a dit qu'elle voulait me parler demain matin avant que Marcel ne se réveille. Je crois qu'elle sait quelque chose qui pourrait tout changer. » Cette nuit-là, Henri eut du mal à dormir. Il se tourna et se retourna dans le lit étroit de la chambre du gardien, pensant à tout ce qu'il avait observé pendant la journée. La façon dont Marcel traitait Béatrice, comment elle ignorait les enfants, comment elle partait et revenait sans donner d'explication. D'où Béatrice connaissait-elle Marcel? Et pourquoi une femme qui savait clairement quelque chose de compromettant sur la fiancée aurait-elle accepté de travailler précisément dans cette maison? À 5h30 du matin, Henri était déjà réveillé. Il enfila les mêmes vêtements usés de la veille, la casquette pour cacher son visage et traversa les vignobles, encore couverts par la brume froide de l'aube. Il arriva au manoir alors que le ciel commençait à s'éclaircir. La cuisine était sombre, mais il vit une lumière allumée dans le garde-manger. Béatrice était déjà là, préparant les ingrédients du petit déjeuner. Quand elle entendit ses pas, elle se retourna. « Bonjour Jean-Charles, merci d'être venu tôt. » Henri entra dans la cuisine, refermant la porte derrière lui. « Bonjour, vous avez dit que vous vouliez parler. » Elle acquiesça, mais ses yeux étaient rouges, comme si elle avait pleuré pendant la nuit. Béatrice servit 2 cafés et s'assit à la table de la cuisine, indiquant à Henri de faire de même. Il s'assit en face d'elle, attendant. La cuisinière tint la tasse entre ses mains, comme si elle avait besoin de la chaleur pour avoir le courage de parler. « Je ne suis pas venue travailler ici par hasard, » commença-t-elle d'une voix basse. « Je suis venue parce que je devais prévenir le baron Henri sur qui est réellement la femme qu'il va épouser. Mais quand je suis arrivée, il était déjà parti pour Paris, et on m'a dit qu'il serait absent toute la semaine. » Henri garda une expression neutre, mais intérieurement, il était en feu. « Et qu'est-ce que vous savez ?» demanda-t-il, essayant de paraître seulement curieux. Béatrice prit une profonde inspiration. « Il y a 2 ans, je travaillais dans une maison à Lyon, un immense hôtel particulier appartenant à un homme d'affaires très riche, nommé Roger Moreau. Il était veuf, avait une petite fille et s'occupait seul de ses affaires et de l'enfant. C'est alors qu'apparut une femme élégante, belle, bien élevée. Elle se disait femme d'affaires, propriétaire de je ne sais quoi. Elle a conquis Roger en quelques mois. » Henri sentit son estomac se glacer. « Continuez, » demanda-t-il. « Le mariage fut arrangé avec une rapidité impressionnante, » continua Béatrice. « Elle a convaincu Roger de faire un nouveau testament, de la nommer associée dans plusieurs entreprises, de transférer des biens immobiliers à son nom, disant que c'était pour protéger sa fille des impôts. Je voyais tout cela, et je restais silencieuse, parce que ce n'était pas mon devoir de parler, et parce que, quand on travaille chez des riches, on apprend à se taire. » « Et que s'est-il passé ?» pressa Henri. Béatrice essuya une larme qui coulait sur son visage. 3 semaines avant le mariage, Roger découvrit qu'elle avait un complice. Un homme qui se faisait passer pour un avocat, mais qui était en réalité un escroc. Il prévoyait de vider ses comptes dès qu'il serait marié et de disparaître avec tout. Roger l'a découvert par hasard. Il a entendu une conversation téléphonique, a enquêté et a trouvé des preuves. Quand il l'a confrontée, Marcel n'a même pas essayé de nier. Elle lui a ri au nez et a dit qu'il était un imbécile comme tous les autres veufs riches qu'elle avait déjà trompés. Henri sentit une vague de nausée. D'autres. Elle a déjà fait ça avant. Béatrice acquiesça. Quand la police a été appelée, ils ont découvert que son vrai nom n'était même pas Marcel Durand, c'était Marie-Christine Lambert. Elle a des antécédents judiciaires dans 3 régions différentes, toujours avec la même escroquerie.
Elle séduit des hommes veufs et riches, feint l'amour, les convainc de transférer des biens à son nom et disparaît avant qu'ils ne réalisent qu'ils ont tout perdu. Dans certains cas, elle réussissait même à se marier et demandait ensuite le divorce, emportant la moitié de tout. « Et pourquoi n'est-elle pas en prison ?» demanda Henri, sentant la colère monter. « Parce qu'elle est intelligente », répondit Béatrice avec amertume. Elle laisse toujours l'escroquerie presque se produire, mais disparaît avant de la consommer. Techniquement, elle ne vole pas, elle convainc juste les gens de donner les choses volontairement. Ses avocats allèguent toujours que tout était légal, que les hommes voulaient le faire, qu'il n'y a pas de crime. Et comme elle utilise de faux documents, change de nom, elle s'évapore avant que la police ne puisse réellement l'arrêter. Mais M. Roger l'a dénoncé, insista Henri. Dénoncé, confirma Béatrice, mais cela n'a rien donné. Elle a disparu, s'est complètement évanouie. Personne n'a plus jamais entendu parler d'elle. Roger fut anéanti. Il a perdu beaucoup d'argent dans les transferts qu'il avait déjà effectués. Sa fille a été traumatisée et il est tombé en dépression. J'ai été licencié avec d'autres employés quand il a dû réduire les coûts. Je suis retourné en Auvergne, j'ai travaillé ailleurs et j'ai essayé d'oublier cette horrible histoire. « Et comment l'avez-vous retrouvé ici ?» demanda Henri. Béatrice sécha ses larmes. « Il y a 1 mois, je cherchais du travail à Tours. Je suis allé dans une agence de placement de personnel de maison. J'étais là, en train d'attendre, quand elle est entrée. Marcel, ou Marie, je ne sais pas quel est son vrai nom. Elle ne m'a pas reconnu parce qu'à Lyon, j'étais juste une employée invisible de plus. Mais je l'ai reconnue tout de suite. J'ai eu un frisson. Je l'ai entendu parler avec la propriétaire de l'agence, disant qu'elle avait besoin d'une cuisinière discrète qui ne poserait pas de questions pour travailler dans le domaine de son fiancé, un baron veuf très riche. Henri serra les poings sous la table. À ce moment-là, tout prit sens. Les histoires vagues sur le passé de Marcel, la hâte de fixer le mariage, l'insistance pour qu'il fasse un nouveau testament, les dépenses étranges, les réunions secrètes, tout cela faisait partie d'une escroquerie soigneusement planifiée. « Et vous avez accepté le poste pour pouvoir prévenir le baron, n'est-ce pas ?» demanda Henri, regardant Béatrice avec un mélange de gratitude et d'admiration. Elle acquiesça, essuyant ses larmes avec son tablier. « Exactement. Je ne pouvais pas la laisser faire à une autre famille ce qu'elle avait fait à M. Roger. Ses enfants, Laura et Pierre, ils ne méritent pas de voir leur père détruit par une escroc. J'ai moi-même perdu mon père quand j'étais petite. Je sais ce que c'est de grandir sans cette protection, cette sécurité. Je ne pouvais pas rester silencieuse cette fois. » Henri sentit un nœud dans la gorge, même déguisé, même en faisant semblant d'être juste Jean-Charles, l'aide temporaire. Il voulait révéler qui il était à ce moment-là et remercier la femme courageuse qui se tenait devant lui, mais il savait qu'il devait garder son déguisement un peu plus longtemps. Il y avait des détails qu'il devait encore découvrir, et son complice. « Cet homme qui se faisait passer pour un avocat ?» demanda Henri d'une voix contrôlée. « Vous savez qui c'est ?» Béatrice secoua la tête. « À Lyon, je ne l'ai vu qu'une fois de loin. Un homme grand, bien habillé, aux cheveux gris. Il se rencontrait toujours en dehors de la maison, donc je n'ai jamais rien pu entendre. Mais je suis sûr qu'ici aussi quelqu'un l'aide. Une femme seule ne peut pas faire tout ce qu'elle fait. Il doit y avoir quelqu'un qui s'occupe des faux documents, des transferts d'argent. » Henri pensa immédiatement à toutes les visites que Marcel recevait, à ses sorties constantes, aux appels téléphoniques qu'elle prenait, toujours loin de tous. Combien de personnes étaient impliquées dans cette escroquerie? Et plus important encore, combien lui avait déjà été volé sans qu'il ne s'en rende compte? « Avez-vous des preuves ?» demanda Henri, pensant déjà à la manière d'utiliser ces informations. « Des photos, des documents, quelque chose. » Béatrice ouvrit le sac qui était accroché à la chaise et en sortit une enveloppe jaunie. « J'ai ça ici, c'est une copie d'un procès-verbal que M. Roger a fait à l'époque. J'ai son vrai nom, la photo que la police a prise, les accusations. Je l'ai gardée parce que j'ai pensé qu'un jour j'en aurais besoin. Et j'ai aussi le contact de l'avocat qui a représenté Roger. Il peut tout confirmer. » Henri prit l'enveloppe de ses mains tremblantes. À l'intérieur se trouvaient plusieurs feuilles, des copies de documents officiels et une photo d'identité de Marcel, ou plutôt Marie-Christine Lambert. Le procès-verbal mentionnait 3 noms différents qu'elle avait déjà utilisés, les dates d'autres escroqueries à Paris et Marseille, et une description détaillée de son modus operandi. « C'est de l'or » murmura Henri, oubliant un instant de maintenir son déguisement vocal. Béatrice le regarda étrangement.
Jean-Charles, vous semblez très intéressé par tout cela. Pourquoi un aide-cuisinier temporaire se soucierait-il autant des problèmes du patron? Henri réalisa son erreur, déglutit et tenta de se rattraper. C'est que, vous savez, on entend les histoires, on a pitié des enfants. Et puis que si elle réussit à voler le baron et qu'il perd tout le domaine pourrait être fermé. Nous qui travaillons ici, nous nous retrouverions sans emploi. Béatrice sembla accepter l'explication, mais elle l'observait toujours avec ce regard perspicace. Il y a autre chose que je dois vous dire, Jean-Charles. Hier soir, après votre départ, j'ai entendu Marcel parler au téléphone avec quelqu'un. Le cœur d'Henri s'emballa. Qu'a-t-elle dit? Béatrice baissa encore plus la voix, bien qu'ils fussent les seuls dans la cuisine et que le reste de la maison dormit encore. Elle était dans le bureau, celui qui est près de la salle à manger. J'avais oublié de prendre un plat qui s'y trouvait, alors je suis retourné le chercher. Quand je me suis approché, j'ai entendu sa voix. Elle parlait de transfert, de papiers qui devaient être signés avant le mariage, et qu'après cela, elle serait libre de quitter le pays. « Quitter le pays !» répéta Henri, sentant le sang lui monter à la tête. « Elle prévoit de s'enfuir juste après le mariage. Pas seulement ça, » continua Béatrice. Elle a dit à la personne au téléphone que le baron était le plus facile de tous, qu'il était aveuglé par la solitude et qu'il avait besoin d'une mère pour les enfants. Elle a dit qu'en moins de 2 mois, elle aurait accès à tous ses biens et que cette fois, l'escroquerie serait parfaite. Car il était même en train de faire un nouveau testament, lui laissant tout si quelque chose lui arrivait. Henri sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le testament. Maître Leclerc avait prévenu qu'il était étrange que Marcel insiste autant là-dessus, mais lui, comme un idiot amoureux, avait accepté de commencer à préparer le document. Grâce à Dieu, l'avocat était prudent et prenait son temps exprès pour le finaliser, demandant plus de temps pour réviser chaque clause. « Il y a autre chose, » dit Béatrice. Et maintenant sa voix tremblait de peur. « Je crois qu'elle se méfie de moi. Hier, quand elle est revenue, elle m'a regardé d'une manière étrange. Elle est restée immobile à la porte de la cuisine, m'observant, comme si elle essayait de se souvenir d'où elle me connaissait. » Henri sentit une oppression dans la poitrine. Si Marcel découvrait qui Béatrice était réellement, la femme serait en danger. Des criminels comme elle n'hésiteraient pas à faire taire un témoin qui pourrait ruiner leur plan. « Vous devez faire attention, » dit-il avec fermeté. « Ne restez jamais seul avec elle. Si elle vous pose une question étrange, si elle vous menace, vous me prévenez immédiatement. » Béatrice le regarda surprise. « Jean-Charles, vous parlez comme si vous pouviez me protéger. Vous n'êtes qu'un aide temporaire. » Henri réalisa qu'il s'exposait trop, mais il ne pouvait pas laisser cette femme en danger. « Faites-moi juste confiance, d'accord? Et faites confiance à Monsieur Jacques aussi. S'il arrive quelque chose, cherchez l'un de nous deux. » Avant que Béatrice ne puisse répondre, ils entendirent des pas à l'étage. Quelqu'un se réveillait. Les deux se levèrent rapidement. Béatrice remit l'enveloppe dans son sac et commença à préparer le petit déjeuner. Henri alla à l'évier et commença à laver les casseroles qui trempaient depuis la veille. Quelques minutes plus tard, Marcel descendit les escaliers. Elle était en peignoir, les cheveux lâchés, sans maquillage. Pour la première fois, Henri la vit sans le masque de perfection qu'elle maintenait toujours. Il y avait quelque chose de dur dans ses traits, une cruauté qu'il n'avait jamais remarquée auparavant, ou peut-être qu'il n'avait jamais voulu voir. « Bonjour, » dit-elle à Béatrice, ignorant complètement Henri. « Je veux le café servi dans 15 minutes. Et n'oubliez pas que cet après-midi, nous aurons une réunion importante ici. » Henri faillit laisser tomber la casserole qu'il lavait. L'avocat du baron, maître Leclerc, viendrait ici, mais ils avaient convenu qu'il resterait à Paris pendant toute la semaine du déguisement. Que se passait-il? Béatrice garda une voix ferme. « Oui, madame. Combien de personnes pour le déjeuner? »« Juste nous deux, » répondit Marcel. « Et je veux une intimité totale. Pas d'employés circulant dans la salle à manger pendant le repas. Vous mangez dans la cuisine et vous restez silencieux. Compris? »« Oui, madame, » répéta Béatrice. Marcel remonta dans sa chambre. Dès qu'elle fut hors de vue, Henri et Béatrice échangèrent des regards inquiets. Ils savaient qu'ils devaient parler à maître Leclerc avant que cette réunion n'ait lieu. Si Marcel parvenait à faire signer à l'avocat un document compromettant, ou pire, si elle prévoyait de falsifier sa signature, les dégâts pourraient être irréversibles. Pendant le petit déjeuner, Henri eut du mal à se concentrer sur son travail.
Il lavait les assiettes machinalement tandis que son esprit travaillait à toute vitesse. Il devait sortir de là, retourner chez Monsieur Jacques, appeler Maître Leclerc et le prévenir du piège. Mais comment faire cela sans éveiller les soupçons? C'est alors que Laura et Pierre descendirent prendre le café. Les enfants étaient excités, parlant du cours de piano qu'ils auraient plus tard. Henri observait de loin, tandis que Béatrice leur servait du jus et du pain beurré. Son cœur lui faisait mal de voir ses enfants sans pouvoir les embrasser, sans pouvoir s'asseoir à table avec eux. « Quand est-ce que papa revient ?» demanda Pierre, la bouche pleine de pain. Béatrice lança un regard rapide en direction d'Henri avant de répondre. « Pas encore, mon chéri, mais il reviendra bientôt. »« J'aimerais qu'il ne voyage pas autant, » dit Laura tristement. « Depuis que maman est allée au ciel, il semble qu'il passe plus de temps dehors qu'à la maison. » Henri sentit une pointe de culpabilité. Il était vrai que ces derniers mois, il s'était plongé dans le travail pour fuir la douleur de la perte d'Hélène. Il avait négligé ses enfants sans s'en rendre compte, et ce vide avait créé l'espace parfait pour que Marcel entre dans leur vie. Marcel apparut dans la cuisine à ce moment-là, déjà habillé et maquillé. « Les enfants, finissez vite ce café. La professeure de piano ne peut pas attendre, et après, vous passerez l'après-midi chez tante Claudine. Tout est déjà arrangé. »« Mais je voulais rester ici et jouer dans le jardin, » se plaignit Pierre. « Vous irez où je vous dirai, » répondit Marcel avec froideur. « Votre tante vous attend déjà. » Laura regarda Marcel avec une expression qu'Henri reconnut. C'était le même regard de méfiance que la petite fille avait quand elle n'aimait pas quelqu'un. « Papa a dit qu'on n'avait pas besoin d'aller chez tante Claudine tout le temps. »« Votre père n'est pas ici, » rétorqua Marcel. « Et quand il reviendra, il sera d'accord avec moi qu'il est préférable que vous soyez absent pendant que nous avons des affaires importantes à régler. » Henri serra la casserole qu'il tenait avec tant de force que ses doigts devinrent blancs. Cette femme éloignait ses enfants de leur propre maison, et il n'était pas là pour l'en empêcher. Après que les enfants furent partis avec Marcel pour être déposés chez Claudine, la sœur d'Henri qui habitait en ville, la maison devint étrangement silencieuse. Béatrice en profita pour faire un tour dans le garde-manger, faisant l'inventaire, et Henri eut enfin la chance de sortir. « Je vais aux toilettes, » mentit Henri. « Je reviens dans une demi-heure. » Béatrice se contenta d'acquiescer, trop occupée à compter des sacs de riz. Henri sortit par la porte de derrière et traversa rapidement les vignobles. Le soleil était déjà haut et la chaleur commençait à se faire sentir. Il courut autant qu'il put jusqu'à la maison du gardien. Monsieur Jacques était en train de réparer une clôture quand il vit Henri arriver haletant. « Qu'y a-t-il, patron ? Il s'est passé quelque chose. »« Je dois appeler Maître Leclerc maintenant, » dit Henri. Ils entrèrent dans la maison et Henri prit le téléphone portable qu'il avait laissé chez le gardien. Il composa le numéro de l'avocat de main tremblante. Maître Leclerc répondit au troisième coup. « Maître, vous venez au domaine cet après-midi » demanda Henri allant droit au but. Il y eut une pause de l'autre côté de la ligne. « Non, bien sûr que non. Pourquoi demandez-vous cela ?»« Parce que Marcel vient de dire à la cuisinière que vous viendrez ici aujourd'hui pour lui apporter des documents à signer. Elle a dit que vous déjeuneriez ensemble et qu'elle avait besoin d'intimité. » Maître Leclerc resta silencieux quelques secondes, puis dit d'une voix tendue « Henri, c'est très grave. Elle doit prévoir d'utiliser un imposteur, quelqu'un qui se fera passer pour moi pour vous faire, ou plutôt pour lui faire signer à elle-même de faux documents qui sembleraient avoir mon authentification. Ou pire, dit Henri, elle pourrait prévoir de falsifier votre signature sur des documents qui compromettent mon patrimoine. Maître, que dois-je faire? Je continue ici déguisé ou je reviens immédiatement. L'avocat réfléchit rapidement. Restez là. J'irai au domaine, mais pas en tant qu'avocat. Je me ferai passer pour un inspecteur de l'hygiène et de la sécurité alimentaire, effectuant une inspection surprise des cuisines. C'est l'excuse parfaite pour être là sans éveiller les soupçons. Et j'amènerai avec moi un détective privé. Nous avons besoin de preuves vidéo et audio de ce qu'elle prépare. Excellent, acquiesça Henri. Sa réunion est à 14 heures. Essayez d'arriver avant cela. Nous serons là à midi, promit Maître Leclerc. Et Henri, faites attention. Si elle découvre qui vous êtes avant que nous ayons suffisamment de preuves, elle disparaîtra comme elle l'a fait les autres fois. Henri raccrocha le téléphone et regarda Monsieur Jacques. Le gardien avait une expression inquiète. « Ça devient dangereux, patron. Cette femme est une vraie criminelle. »« Je sais, » répondit Henri, « mais je ne peux pas la laisser s'échapper, non seulement pour moi, mais pour tous les autres hommes qu'elle pourrait tromper à l'avenir. »
Henri retourna au manoir, essayant de paraître calme, bien que son cœur battait la chamade. Quand il entra dans la cuisine, il trouva Béatrice préparant les ingrédients pour le déjeuner spécial que Marcel avait commandé. La cuisinière le regarda avec une expression étrange. « Jean-Charles, il s'est passé quelque chose ? Vous êtes parti d'ici en courant et maintenant vous revenez avec un air différent. » Henri réalisa qu'il laissait transparaître son anxiété. Il força un sourire. « Non, ce n'est rien. J'ai juste dû régler un problème là-bas avec monsieur Jacques, une clôture qui s'était cassée. » Béatrice ne parut pas convaincue, mais n'insista pas. « Pouvez-vous m'aider à éplucher ces pommes de terre ? Le déjeuner d'aujourd'hui doit être parfait. Cette femme est très exigeante, et je ne veux pas lui donner de raison de me renvoyer avant que le baron ne revienne. » Henri prit un couteau et commença à éplucher les pommes de terre. Pendant qu'il travaillait, il observait Béatrice. Elle avait l'air préoccupée, comme si elle pressentait que quelque chose de grave allait se produire. Et elle avait raison. Vers 11h30 du matin, Marcel descendit les escaliers, tout apprêté. Elle portait un tailleur coûteux, des chaussures à talons hauts, et tenait une mallette en cuir. Elle ressemblait à une femme d'affaires prospère, pas à une escroc sur le point de monter une escroquerie de plusieurs millions d'euros. « Béatrice, j'espère que le déjeuner sera impeccable, » dit-elle en entrant dans la cuisine. « Aujourd'hui est un jour très important pour moi. Après cette réunion, ma vie va changer complètement. » Henri dut se contrôler pour ne rien dire. Elle avait raison. Sa vie allait changer, mais pas de la manière qu'elle imaginait. À midi pile, la sonnette de l'entrée principale retentit. Henri et Béatrice échangèrent des regards tendus. Serait-ce Maître Leclerc, arrivant déguisé, ou le complice de Marcel, le faux avocat qui viendrait monter l'escroquerie? Marcel alla personnellement ouvrir la porte. Henri s'approcha discrètement de la porte de la cuisine qui donnait sur le couloir, d'où il pouvait entendre les voix sans être vu. « Bonjour », dit une voix masculine qu'Henri ne reconnut pas. « Je viens faire une inspection de routine des installations de la cuisine. » C'était Maître Leclerc, déguisant même sa voix. Henri dut réprimer un sourire. Marcel parut surprise et irrité. « Une inspection aujourd'hui ? Je n'ai été prévenu de rien. »« Ce sont des inspections surprises, madame, » expliqua le faux inspecteur avec une patience professionnelle. « Cela fait partie du nouveau protocole municipal. Cela ne prendra pas longtemps. » Marcel hésita, ne goûtant manifestement pas la situation, mais elle ne pouvait refuser sans paraître suspecte. « D'accord, mais soyez rapide. J'ai un engagement important dans un instant. » Maître Leclerc entra, suivi d'un autre homme qui portait une planchette et un appareil photo suspendu à son cou. C'était le détective privé. Henri comprit. Ils étaient devenus préparés. Les deux hommes entrèrent dans la cuisine. Béatrice fit un petit bond de surprise, mais se ressaisit rapidement. « Bonjour, messieurs. En quoi puis-je vous aider ?» Le docteur Dubois, déguisé avec une blouse blanche et des lunettes de vue qu'il ne portait pas habituellement, a jeté un regard professionnel autour de la cuisine. « Je dois vérifier les conditions de stockage, la température des réfrigérateurs et poser quelques questions sur les procédures d'hygiène. » Pendant qu'il parlait, ses yeux ont croisé ceux d'Henri pendant une fraction de seconde. Ce fut un regard rapide, mais suffisant pour transmettre le message. « Nous sommes là. Continuez à agir naturellement. » L'enquêteur, un homme petit et trapu qui s'est présenté comme Jean, a commencé à prendre des photos de la cuisine avec un appareil photo professionnel. Béatrice les guidait, montrant comment les aliments étaient stockés, les dates de péremption, les procédures de nettoyage. Marcel est apparu plusieurs fois à la porte de la cuisine, toujours avec une expression impatiente. « Vous n'avez pas encore fini ?» demandait-elle avec une irritation mal dissimulée. « Nous avons presque terminé, madame », répondait le docteur Dubois avec la même patience bureaucratique. Juste quelques notes de plus pour le rapport. Finalement, à 13h30, la sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, Marcel a couru pour ouvrir. Henri a entendu une voix masculine, la saluant avec une familiarité excessive. « Marat, ma chérie, désolé pour le retard. » Henri a senti son sang se glacer. L'homme l'avait appelé Marat. C'était son vrai nom, celui de la complice. Le docteur Dubois et l'enquêteur ont également entendu. Ils ont échangé des regards significatifs. L'avocat a fait un signe discret à Jean qui a sorti de sa poche un petit appareil, probablement un enregistreur audio longue portée. Pendant que Marcel conduisait l'homme vers la salle à manger,
Le docteur Dubois s'est tourné vers Béatrice et a dit à voix haute, pour que Marcel puisse l'entendre si elle était attentive, « Très bien, la cuisine est approuvée. Je vais juste laisser ce rapport signé ici et nous sommes libres. » Mais au lieu de partir, il a fait un geste pour que Béatrice et Henri s'approchent. À voix très basse, presque un murmure, il a dit « Vous deux, restez ici dans la cuisine et ne faites pas de bruit. Jean va installer des microphones dans la salle à manger pendant qu'ils sont distraits. Nous devons enregistrer tout ce qu'ils vont se dire. Comment va-t-il faire ça ?» a chuchoté Béatrice, effrayée. « Ils vont le voir. » « Non, ils ne le verront pas, » a assuré le docteur Dubois. « Jean est un professionnel, faites-moi confiance. » L'enquêteur était déjà sorti de la cuisine silencieusement. Henri est allé jusqu'à la porte et a vu par l'entrebâillement l'homme se déplacer comme une ombre dans le couloir. Il s'est approché de la salle à manger où Marcel et le complice conversaient à voix basse et, avec des mouvements rapides et précis, a collé de petits dispositifs adhésifs sous la table à manger et derrière un tableau au mur. Toute l'opération a pris moins d'1 minute. Jean est revenu dans la cuisine avec un sourire discret et a fait un signe de la main. Le docteur Dubois a pris une tablette qui se trouvait dans la mallette de l'enquêteur et l'a montrée à Henri. Sur l'écran, il pouvait voir et entendre tout ce qui se passait dans la salle à manger avec une clarté parfaite. Marcel et l'homme étaient assis à table, mais pas pour manger. Entre eux se trouvait un dossier ouvert rempli de documents. « Maintenant, nous allons écouter ce qu'il prévoit réellement », a murmuré le docteur Dubois, ajustant le volume sur la tablette. La voix de Marcel sortait clairement de l'appareil. « Tu as tout apporté? Les documents de transfert, les procurations, le faux testament. » L'homme, qui avait une 50aine d'années, les cheveux gris et un costume cher, a répondu d'une voix qui tentait de se vouloir rassurante. « J'ai tout apporté, Marat. Détends-toi, ce baron est plus facile à manipuler que nous ne l'imaginions. Il a déjà signé la moitié des papiers sans même les lire correctement. » Henri a ressenti une vague de honte et de colère. C'était vrai. Au cours des dernières semaines, Marcel était apparu plusieurs fois avec des documents qu'elle disait n'être que des formalités concernant le domaine, et il avait signé en lui faisant confiance. Marcel a ri. Et c'était un son froid, calculateur. Il est pathétique. Ils font complètement quand je fais cette petite mine amoureuse. Les hommes veufs sont si prévisibles, désespérés de compagnie, prêts à tout pour un peu d'attention féminine. « Et les enfants ?» a demandé l'homme. « Ils ne se doutent de rien ?»« Ces gamins irritants !» a répondu Marcel avec mépris. « Je fais semblant de les aimer, mais j'ai hâte de partir d'ici et de ne plus jamais voir ces petites têtes pleureuses. Après le mariage, je vais convaincre Henri de les mettre en internat. Ainsi, nous aurons la maison libre pour faire ce que nous devons faire. » Béatrice a porté la main à sa bouche, horrifiée. Henri avait les mains serrées en poings si forts que ses ongles lui coupèrent les paumes. Le docteur Dubois a posé une main sur son épaule, dans un geste de retenue. « Calme-toi, nous avons besoin que tout soit enregistré. » Le complice a continué. « Et son avocat, ce docteur ?» Marcel a secoué la tête, visible sur la tablette grâce à la minuscule caméra que Jean avait installée. Ce vieil homme est plus préoccupé par ses honoraires que par la protection de son client. Je lui ai déjà fait un petit numéro la semaine dernière. J'ai dit qu'Henri mettait trop de temps à faire son testament et que j'étais inquiète pour l'avenir des enfants s'il lui arrivait quelque chose. L'idiot a gobé toute l'histoire. Le docteur Dubois a fait une grimace. Henri savait que l'avocat était offensé par cette description, mais il a gardé son professionnalisme et a continué à enregistrer. « Quand prévois-tu de partir ?» a demandé l'homme. « 1 semaine après le mariage », a répondu Marcel. « Le même jour, nous prendrons l'argent des comptes qui sont déjà à mon nom. Nous vendrons les actions qu'il m'a transférées et nous disparaîtrons. J'ai déjà des billets achetés pour le Paraguay sous de faux noms. De là, nous irons en Europe. Quand il réalisera ce qui s'est passé, nous serons déjà hors de portée de la police française. Et s'il essaie de nous poursuivre ?» Marcel a haussé les épaules. « Il essaiera, mais ça ne servira à rien. Tous les documents sont techniquement légaux. Il m'a tout donné volontairement. Au maximum, il pourra annuler le mariage, mais l'argent sera déjà loin. Et connaissant l'orgueil de ces barons du café, il préférera probablement cacher le scandale plutôt que d'admettre publiquement qu'il a été pris pour un idiot par une femme. » Les deux ont ri, un son qui a fait se tordre l'estomac d'Henri. « À combien d'hommes as-tu déjà escroqué ?» a demandé l'homme en allumant une cigarette. Marcel a réfléchi un instant. « Henri est le 7e. Les 6 autres ont bien rapporté, mais aucun n'avait autant d'argent que celui-ci.
Les domaines de café de la campagne française sont une mine d'or. Rien que cette propriété vaut plus de 10 millions d'euros. Sans compter les comptes bancaires, les actions, les investissements, nous partirons d'ici avec au moins 30 millions d'euros, Richard. Le complice s'appelait donc Richard. Le docteur Dubois a noté mentalement le nom. Et si quelqu'un du passé apparaît? Si quelqu'un te reconnaît comme ils t'ont reconnu à Lyon? Marcel est devenue sérieuse. C'est pourquoi j'ai renvoyé cette vieille cuisinière, et j'en ai mis une nouvelle qui ne me connaît pas. Nous ne pouvons pas prendre de risques. Et c'est aussi pourquoi j'ai accéléré le mariage. Moins je reste ici, moins il y a de chances que quelqu'un arrive avec des questions gênantes. À ce moment-là, Béatrice a attrapé le bras d'Henri. « Elle parle de moi », a-t-elle chuchoté, effrayée. « Si elle découvre que je l'ai reconnue, que je connais son passé. » « Elle ne le découvrira pas, a promis Henri à voix basse. « Nous allons arrêter cette femme avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit. » Dans la salle à manger, Richard était en train de revoir les documents. « J'ai besoin que tu signes ici, ici et ici, » disait-il en montrant plusieurs pages. « Ce sont les procurations qui te donnent un pouvoir total sur ces comptes. »« Parfait, » a dit Marcel, prenant un stylo cher et signant les documents avec des gestes décidés. Chacune de ces signatures était une preuve de plus contre elle-même. Le docteur Dubois a chuchoté « Nous avons déjà suffisamment de preuves pour l'arrêter. Je vais appeler la police maintenant. » Il est sorti discrètement de la cuisine et est allé dans le jardin arrière pour passer l'appel. Henri, Béatrice et Jean sont restés dans la cuisine, écoutant le reste de la conversation. Marcel et Richard ont commencé à discuter de détails logistiques, de comptes dans des banques offshore, de faux documents, de routes de fuite. 15 minutes plus tard, le docteur Dubois est revenu. La police est en route. 2 commissaires de la division des crimes financiers. Plus une équipe d'enquête, ils arrivent dans 10 minutes. Henri a respiré profondément. Alors, l'heure est venue. Non, pas encore, a dit le docteur Dubois. Laisse la police arriver d'abord. Tu n'apparaîtras que lorsqu'ils seront arrêtés. Ce sera plus sûr ainsi. Mais Henri ne pouvait plus se contenir. Cette femme l'avait trompé. Elle prévoyait de détruire sa famille, de voler le travail de génération et parlait encore de ses enfants avec mépris. Il a retiré la casquette qu'il utilisait comme déguisement, a passé la main dans ses cheveux teints et a commencé à marcher vers la salle à manger. « Henri, non !» a appelé le docteur Dubois à voix basse, mais il ne s'est pas arrêté. Béatrice a essayé de le retenir par le bras. Henri s'est retourné et l'a regardé avec un sourire triste. « Mon nom n'est pas Joseph, Béatrice, c'est Henri Leclerc, et il est temps que cette farce se termine. » Béatrice est restée bouche bée, comprenant enfin tout. L'aide cuisinière temporaire était le baron lui-même. Il s'était déguisé pour découvrir la vérité, et elle, sans le savoir, avait tout raconté à la bonne personne. Henri a traversé le couloir d'un pas ferme. Son cœur battait fort, mais sa détermination était plus grande que sa peur. Il a ouvert la porte de la salle à manger d'un coup, faisant sursauter Marcel et Richard. Marcel est devenu pâle en le voyant. « Henri, mais tu étais à Marseille. Qu'est-ce que tu fais ici habillé comme ça ?» Henri est entré dans la pièce, suivi du docteur Dubois et de l'enquêteur Jean. « Je ne suis jamais allé à Marseille, Marcel, ou devrais-je t'appeler Marat ?» Le silence qui a suivi a été assourdissant. Marcel est resté complètement immobile, les yeux écarquillés, le stylo toujours suspendu en l'air. Richard s'est levé brusquement de sa chaise, la faisant tomber, et sa main est allée instinctivement à la poche intérieure de sa veste. « Je ne ferais pas ça si j'étais vous », a dit le docteur Dubois d'une voix calme, retirant sa blouse blanche et révélant le costume en dessous. La police arrive à l'instant même. Marcel a retrouvé son sang-froid avec une vitesse impressionnante. Son visage s'est transformé. Le masque de femme amoureuse et gentille a complètement disparu, remplacé par une expression froide et calculatrice. « Henri, mon chéri, je ne sais pas de quoi tu parles. Qui est Marat et pourquoi es-tu habillé comme un employé? C'est une sorte de test ?» Sa voix était douce, presque larmoyante, mais ses yeux racontaient une autre histoire. Ils étaient durs comme des pierres. Évaluant la situation, cherchant une issue. « Tu peux arrêter la comédie », a dit Henri d'une voix ferme. « J'ai tout entendu, absolument tout. Les conversations sur les 7 hommes que tu as trompés, les 30 millions d'euros que tu prévoyais de me voler, les commentaires sur mes enfants qui sont irritants, sur le fait de me prendre pour un idiot, tout est enregistré. » Jean a levé la tablette, montrant l'écran où la conversation était encore diffusée en direct.
Audio et vidéo en haute définition, a-t-il dit avec une satisfaction professionnelle. Admissible en tribunal. Richard a fait un pas vers la porte, mais Henri a bloqué le chemin. Vous n'irez nulle part. Écartez-vous, a grogné Richard. Toute la pose de gentleman bien habillé disparaissant pour révéler le criminel en dessous. Je sais exactement à qui j'ai affaire, a répondu Henri sans bouger, à un escroc de 3e catégorie qui profite des veuves et des vœux pour voler ce qu'il ne peut pas gagner par un travail honnête. Richard a avancé, mais le docteur Dubois s'est interposé entre eux. À ce moment-là, ils ont entendu le son incomparable des sirènes de police qui approchaient. Le visage de Marcel s'est tordu dans une expression de haine pure. « Tu m'as trompé », a-t-elle craché, toute la douceur de sa voix remplacée par du venin. « Tu as fait semblant d'être un idiot amoureux, mais tu m'as enquêté tout le temps. Quel genre d'homme fait ça ? Le genre d'homme qui a failli tout perdre en faisant confiance à la mauvaise personne, a répondu Henri avec amertume. Le genre d'homme qui a dû se déguiser en employé dans sa propre maison pour découvrir que la femme qu'il allait épouser prévoyait de détruire sa famille. Marcel a ri, mais c'était un rire sans humour. Ta famille, ses enfants gâtés, et toi, un veuf pathétique qui me regardait comme un chien abandonné. S'il te plaît, tu as été le plus facile de tous. Il a suffi que je fasse semblant de m'intéresser à tes histoires ennuyeuses sur le café et les plantations, et tu mangeais déjà dans ma main. Les mots étaient comme des couteaux, mais Henri n'a pas montré la douleur qu'il ressentait. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte, et 3 policiers sont entrés, menés par un commissaire grand et grisonnant. Commissaire Bernard, de la division des crimes financiers, a annoncé l'homme en montrant son identification. Nous avons reçu une dénonciation de fraude et d'association de malfaiteurs. Qui est le propriétaire de cette résidence? C'est moi, a dit Henri. Henri Leclerc. Et ces deux-là sont Marat-Christine Leroy et Richard. Nom de famille encore inconnu, mais je crois que vos systèmes ont déjà leur historique. Le commissaire a regardé Marcel et son visage s'est illuminé de reconnaissance. Marat Leroy, l'escroc du roman. Nous vous cherchons depuis 2 ans. Vous êtes plus glissante qu'un savon mouillé. Marcel a croisé les bras et n'a rien dit. Elle regardait juste Henri avec une haine pure. Richard a tenté une fois de plus de s'approcher de la porte, mais l'un des policiers l'a rapidement immobilisé, lui menottant les mains derrière le dos. « Nous n'avons rien à déclarer sans la présence de nos avocats, » a dit Richard, essayant de garder une certaine dignité. « Vous aurez tout le temps d'appeler autant d'avocats que vous voudrez, » a répondu le commissaire. « Fraude, falsification de documents, association de malfaiteurs, tentative d'escroquerie, et ce n'est que le début. Avec l'historique que vous avez, vous allez passer de bonnes années derrière les barreaux. » Pendant que les policiers menottaient Marcel, elle a regardé Henri une dernière fois. « Tu vas le regretter, » a-t-elle sifflé. « Je vais raconter à tout le monde que tu es un homme paranoïaque et manipulateur qui a tendu un piège à sa propre fiancée. » Henri s'est approché d'elle, la regardant directement dans les yeux. « Tu sais quelle est la différence entre toi et moi, Marcel? Je peux reconstruire ma réputation avec la vérité. Tu as construit la tienne entièrement sur des mensonges, et les mensonges s'effondrent toujours à la fin. » Les policiers ont emmené Marcel et Richard. Par la fenêtre, Henri a vu les 2 être placés dans des voitures de police différentes. Marcel est monté dans le véhicule la tête haute, refusant de montrer sa défaite, même menottée. Richard, en revanche, avait la tête baissée, visiblement vaincu. Quand les voitures de police sont finalement parties, Henri s'est laissé tomber sur une chaise, l'adrénaline quittant enfin son corps. Ses mains tremblaient, son cœur battait la chamade, et soudain, il a ressenti une immense fatigue envahir chaque muscle. Le docteur Dubois a posé sa main sur son épaule. « Tu as été très courageux, Henri, et très intelligent. Si tu n'avais pas fait ça, elle aurait réussi à tout voler. » Henri a regardé l'avocat. « J'ai été un idiot, j'ai laissé la solitude m'aveugler. Je n'ai pas vu les signes. Je n'ai pas posé les bonnes questions. Si ce n'était pas pour Béatrice, Béatrice. » Il s'est levé soudainement. « Où est-elle ?»« Elle est dans la cuisine, » a répondu le docteur Dubois. « Je crois que la pauvre jeune femme essaie encore de digérer tout ce qui s'est passé. » Henri a traversé le couloir jusqu'à la cuisine. Béatrice était assise à table, les mains tremblantes tenant une tasse de thé. Quand elle l'a vu entrer, elle s'est levée rapidement, ne sachant pas comment agir devant l'homme qu'elle savait maintenant être le propriétaire de la maison. « Asseyez-vous, s'il vous plaît, » a dit Henri gentiment, tirant une chaise et s'asseyant en face d'elle. Béatrice s'est rassie, mais gardait les yeux baissés. « Monsieur le baron,
Je ne savais pas que c'était vous. Si j'avais su, j'aurais parlé différemment. J'aurais. Vous auriez quoi? A interrompu Henri. Garder la vérité par peur d'offenser. Béatrice a finalement levé les yeux et il y avait des larmes dedans. Je ne pouvais tout simplement pas laisser cette femme vous faire ce qu'elle a fait à monsieur Roger. J'ai vu un homme bon être détruit par elle. J'ai vu un enfant se retrouver sans père à cause de la dépression qu'elle a causée. Je ne pouvais pas rester silencieuse cette fois. Henri a senti un nœud dans la gorge. Vous avez risqué votre propre emploi, votre propre sécurité pour me prévenir. Comment puis-je vous remercier pour quelque chose comme ça? Vous n'avez pas besoin de me remercier, monsieur. J'ai juste fait ce qui était juste. Henri a secoué la tête. Si, je dois. Et je vais commencer par vous assurer que vous n'aurez plus jamais à vous soucier d'un emploi. Si vous voulez continuer à travailler ici au domaine, ce sera avec un salaire digne et tout le respect que vous méritez. Mais si vous préférez faire autre chose, je vous aiderai à l'obtenir, quoi que ce soit. Béatrice a essuyé ses larmes avec son tablier. J'aime bien ici, monsieur. Les enfants sont merveilleux. La maison est belle et, pour la première fois depuis longtemps, je me sens vraiment utile. Alors restez, a dit Henri avec un sourire, mais à une condition. Arrêtez de m'appeler monsieur. Dans la cuisine, quand nous serons seuls, vous pouvez m'appeler Henri. Après tout, nous avons passé une semaine à travailler côte à côte. Je pense que cela crée un type d'amitié différent. Béatrice a souri pour la première fois depuis que toute la confusion avait commencé. D'accord, Henri, mais seulement dans la cuisine. Dans le reste de la maison, vous restez le patron. Entendu, a convenu Henri. Le docteur Dubois est entré dans la cuisine à ce moment-là, suivi de Jean, l'enquêteur. Henri, le commissaire Bernard veut que tu ailles au commissariat demain matin pour faire une déposition formelle. Je t'accompagnerai naturellement. Et il a dit qu'avec le matériel que nous avons réussi à enregistrer, plus le casier judiciaire de Marat et Richard, ils n'ont aucune chance de s'en sortir. Excellent, a dit Henri. Je veux m'assurer qu'ils restent en prison assez longtemps pour ne plus faire ça à personne. L'avocat s'est assis à la table de la cuisine, ce qu'il faisait rarement. Il semblait fatigué, mais satisfait. Tu sais, Henri, en 40 ans de carrière d'avocat, je n'ai jamais vu un cas aussi bien résolu. Tu aurais pu simplement m'appeler avec tes soupçons et j'aurais enquêté discrètement. Mais tu as eu le courage de faire quelque chose que peu d'hommes dans ta position auraient fait. Tu es descendu de ton piédestal, tu as mis un tablier et tu es allé chercher la vérité au seul endroit où elle existe vraiment, parmi les gens ordinaires qui travaillent tous les jours sans masques sociaux. Henri a regardé ses propres mains, encore rougies par le lavage des casseroles. Tu sais ce que j'ai appris ces jours-ci ici dans la cuisine? Que je vivais dans une bulle. Henri a continué, regardant maintenant Béatrice. Je passais mes journées au bureau, au milieu des caféiers, en réunion avec des acheteurs et des exportateurs. Je pensais connaître ma propre maison, ma propre vie, mais la vérité est que je ne savais rien de ce qui se passait réellement ici. Je ne savais pas comment les employés étaient traités. Je ne savais pas ce que mes enfants ressentaient vraiment. Je ne savais pas quel genre de personne Marcel était quand je n'étais pas là. Parfois, il faut changer de perspective pour voir la vérité, a dit Béatrice doucement. Vous l'avez fait. Le docteur Dubois a acquiescé. Béatrice a raison. Et en parlant de vérité, Henri, nous devons parler des documents que tu as signés pour Marcel ces dernières semaines. Je vais devoir les examiner un par un, annuler ce qui est possible et m'assurer que rien de ton patrimoine n'a été compromis. Henri a soupiré. Combien de papiers ai-je signés sans les lire correctement? Plusieurs, a admis l'avocat. Mais la bonne nouvelle est que la plupart d'entre eux peuvent être contestés judiciairement, car ils ont été obtenus par fraude. Cela va demander du travail, cela prendra du temps, mais nous allons tout récupérer. À ce moment-là, ils ont entendu une voiture arriver dans le jardin arrière. C'était M. Jacques qui venait voir comment les choses s'étaient terminées. Quand il est entré dans la cuisine et a vu Henri, sans déguisement, conversant ouvertement avec tout le monde, le gardien a souri, soulagé. « Dieu merci, patron. Je pensais que les choses allaient mal finir. » Henri s'est levé et a serré le gardien dans ses bras, quelque chose qu'il faisait aussi rarement. « Merci de m'avoir aidé dans cette folie, monsieur Jacques. Je sais que j'ai demandé quelque chose d'absurde, mais vous m'avez fait confiance. »« Vous êtes un homme bon, patron, » a répondu monsieur Jacques, ému. « Vous méritiez de savoir la vérité. » Le docteur Dubois a regardé sa montre. « Il est presque 16 heures. Les enfants vont revenir de chez ta sœur dans un instant.
As-tu déjà pensé à ce que tu vas leur dire? Henri a senti son estomac se serrer. Il avait passé la dernière heure à gérer la police, les criminels et les documents. Il n'avait pas pris le temps de penser à comment il expliquerait tout à Laura et Pierre. « Je vais leur dire la vérité », a-t-il dit finalement, adapté à leur âge. « Je vais leur dire que Marcel n'était pas une bonne personne, qu'elle a trompé papa et qu'elle ne fera plus partie de nos vies. » « Mais, » a demandé Béatrice, inquiète. « Je veux dire, je sais qu'il ne l'aimait pas beaucoup, mais quand même. » Henri a secoué la tête. « Je pense qu'au fond, il savait déjà que quelque chose n'allait pas. Les enfants ont un instinct pour ces choses. Ils seront plus soulagés qu'autre chose. » Comme si l'univers écoutait la conversation. À ce moment précis, la porte d'entrée s'est ouverte, et ils ont entendu les voix animées de Laura et Pierre. La sœur d'Henri, Claudine, les avait ramenés plus tôt que prévu. « Papa !» a crié Pierre en courant dans le couloir. Henri est sorti de la cuisine et s'est agenouillé, les bras ouverts. Les deux enfants ont couru et se sont jetés sur lui, l'embrassant fort. Pendant un instant, il est resté là, serrant ses enfants, sentant leur chaleur, le poids réel de ses responsabilités de père. « Tu m'as manqué », a dit Laura, serrant son visage contre sa poitrine. Henri a regardé sa sœur qui se tenait à la porte avec une expression confuse, visiblement étonnée par les vêtements simples qu'il portait. « Désolé, mon amour, papa a dû régler des choses importantes ici. Mais maintenant je suis de retour et je ne voyagerai plus de sitôt. »« Et Marcel ?» a demandé Pierre, regardant autour de lui. « Elle a dit que tu allais ramener des cadeaux de Marseille. » Le cœur d'Henri s'est serré. « Allons nous asseoir dans le salon, d'accord? Papa a besoin de vous parler de quelque chose d'important. » Claudine s'est approchée, touchant le bras de son frère. « Henri, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi es-tu habillé comme ça? Et où est Marcel? Elle m'a appelé ce matin en disant qu'elle allait avoir une réunion importante et que les enfants devaient rester chez moi plus tard. » Henri a regardé sa sœur. « Claudine, tu peux rester. Je pense que j'aurai besoin de soutien pour tout expliquer. » Ils se sont assis dans le salon, les enfants sur le canapé à côté d'Henri, Claudine dans le fauteuil en face, encore complètement perdus quant à ce qui se passait. Le docteur Dubois, Béatrice et Monsieur Jacques sont restés discrètement dans le couloir, prêts à aider si nécessaire. Henri a respiré profondément et a commencé « Les enfants, vous savez que papa allait épouser Marcel, n'est-ce pas ?» Laura et Pierre ont acquiescé, bien qu'aucun des deux ne semblait très heureux du sujet. « Eh bien, papa a découvert que Marcel n'était pas une personne honnête. Elle nous mentait, faisant semblant d'être quelqu'un qu'elle n'était pas. Et quand papa a découvert la vérité, il a dû lui demander de partir. »« Elle est partie pour toujours ?» a demandé Laura avec une pointe d'espoir dans la voix. « Oui, mon amour, pour toujours. » Pierre a fait un petit bond sur le canapé. « Chouette, je ne l'aimais pas. Elle était fausse. Elle faisait toujours semblant d'être gentille quand tu étais là. Mais quand tu partais, elle était méchante avec nous. » Henri a ressenti une pointe de culpabilité. « Pourquoi ne m'avez-vous jamais dit ça ?» Laura a regardé ses mains. « On a essayé, papa. Mais tu avais l'air si heureux quand tu étais avec elle. On ne voulait pas gâcher ça. Tu as déjà été si triste après que maman soit allée au ciel. On pensait que Marcel te ferait peut-être sourire à nouveau. » Henri a serré sa fille dans ses bras, sentant des larmes brûler dans ses yeux. « Mes amours, j'ai besoin que vous compreniez une chose très importante. Rien de ce que vous me raconterez ne gâchera mon bonheur. Rien. Vous êtes la chose la plus importante de ma vie, et je veux toujours savoir ce que vous ressentez, même si cela semble difficile à dire. » Claudine, qui avait écouté tout en silence, a finalement parlé. « Henri, j'ai besoin de comprendre ce qui s'est passé exactement. » Henri a regardé les enfants. « Laura, Pierre, pourquoi n'allez-vous pas à la cuisine demander à Béatrice de faire ce chocolat chaud spécial? Papa a besoin de parler à tante Claudine quelques minutes. » Les enfants sont partis en courant, soulagés de ne pas avoir à écouter des conversations d'adultes. Quand ils sont partis, Henri a tout raconté à sa sœur. Les soupçons initiaux, le déguisement, la découverte que Marcel était une escroc professionnelle, l'enregistrement de la conversation avec le complice, l'arrestation. Claudine est devenue pâle. « Mon Dieu, Henri, tu aurais pu mourir. Ces gens sont dangereux. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Pourquoi n'as-tu pas demandé de l'aide? »« Parce que j'avais besoin d'être sûr, » a-t-il répondu. « Et parce que je ne pouvais pas risquer qu'elle se doute de quelque chose et s'échappe avant que nous ayons des preuves. Si j'avais impliqué beaucoup de monde, quelqu'un aurait pu laisser échapper quelque chose sans le vouloir.
Il fallait être discret, silencieux. Claudine a secoué la tête, encore en train de digérer tout cela. Tu t'es déguisé en employé dans ta propre maison. C'est de la folie, Henri. Mais c'est aussi la chose la plus courageuse que tu aies jamais faite. Ce n'était pas du courage, a-t-il dit avec sincérité. C'était du désespoir. J'étais sur le point d'épouser une femme qui allait détruire tout ce que notre famille avait construit et de mettre mes enfants entre les mains de quelqu'un qui les haïssait. Henri a soupiré. Je dois tout reconstruire, revoir chaque document que j'ai signé, chaque transfert que j'ai effectué, chaque décision que j'ai prise ces derniers mois. Cela prendra du temps, mais je vais reprendre le contrôle de ma vie et surtout, je serai un meilleur père. Je serai plus présent, plus attentif. Je ne laisserai plus jamais la solitude m'aveugler au point de mettre mes enfants en danger. Claudine s'est levée et a serré son frère dans ses bras. Tu as toujours été un bon père, Henri. Tu étais juste perdu, mais maintenant tu as retrouvé ton chemin. Cette nuit-là, après le départ de Claudine et que les enfants dormaient déjà, Henri est resté seul dans la bibliothèque de Châteauvert. Tant de pensées tourbillonnaient dans sa tête que le sommeil semblait impossible. Il a pris un verre de whisky, s'est assis dans le fauteuil en cuir qui avait appartenu à son grand-père et a regardé les flammes dans la cheminée. Un léger coup à la porte l'a tiré de ses pensées. C'était Béatrice, apportant un plateau avec des sandwichs et du café. « Je pensais que vous pourriez avoir faim. Nous n'avons rien mangé depuis le petit déjeuner. » Henri a souri. « Vous avez raison. Avec toute cette confusion, j'ai complètement oublié de manger. Entrez, s'il vous plaît. » Béatrice a posé le plateau sur la table et s'est préparée à partir, mais Henri l'a appelée. « Béatrice, attendez. Asseyez-vous ici avec moi un instant. Je veux vous parler. » Elle a hésité, clairement mal à l'aise à l'idée de s'asseoir comme une égale dans la bibliothèque du patron, mais a fini par s'installer sur le bord d'une chaise proche. « Aujourd'hui a été un jour qui va changer beaucoup de choses dans ma vie, » a commencé Henri, « et j'ai réalisé quelque chose d'important. Pendant des années, depuis la mort d'Hélène, je me suis enfermé dans une bulle. J'ai cessé de faire confiance aux gens, j'ai cessé d'écouter, j'ai cessé de voir ce qui était juste devant moi, et j'ai failli en payer un prix terrible. Vous ne pouvez pas vous en vouloir, a dit Béatrice doucement. Cette femme était une professionnelle de l'escroquerie. Elle savait exactement quoi faire, quoi dire. N'importe qui serait tombé dans son piège. Peut-être, a convenu Henri, mais j'ai aussi choisi de ne pas voir les signes. Les enfants ont essayé de me prévenir, mais j'ai ignoré. Vous-même avez remarqué que quelque chose n'allait pas dès le premier jour, mais il a fallu du temps avant que vous puissiez me parler, parce que j'étais inaccessible, distant, toujours enfermé dans mon bureau ou dans les caféiers. Béatrice est restée silencieuse un instant. « Puis-je vous poser une question personnelle, monsieur ?»« Oui. Et s'il vous plaît, quand nous sommes comme ça, à parler comme des amis, appelez-moi Henri. » Elle a acquiescé. « Henri, aimez-vous toujours votre première femme ?» Hélène. La question a pris Henri par surprise. Il ne s'attendait pas à quelque chose d'aussi direct, mais il a aussi réalisé qu'il méritait l'honnêteté. « Oui, a-t-il répondu. J'aimerais toujours Hélène. Elle a été l'amour de ma jeunesse, la mère de mes enfants, ma compagne pendant 15 ans. Mais j'ai aussi appris qu'aimer quelqu'un qui est parti ne signifie pas que je ne peux pas avancer et vivre. Alors, pourquoi vous êtes-vous tant pressé avec Marcel ?» Henri a pris une gorgée de whisky. « Parce que j'avais peur. Peur de la solitude, peur de vieillir seul, peur que mes enfants grandissent sans figure maternelle. Et la peur nous fait prendre des décisions stupides. J'ai laissé la peur me guider au lieu de la raison. » Béatrice a regardé ses mains. « Je comprends cela aussi. J'ai déjà pris de mauvaises décisions par peur. Peur de manquer d'argent, peur de ne pas avoir où vivre, peur de rester seul au monde. C'est pourquoi j'accepte parfois des emplois que je ne devrais pas, dans des maisons où je sais que je ne serai pas traité avec respect. »« Mais vous avez été courageuse quand il le fallait, » a dit Henri. « Vous êtes venue travailler ici en sachant qui était Marcel, en sachant le danger que cela représentait. Pourquoi avez-vous fait ça ?» Béatrice a respiré profondément. « Parce que quand j'ai vu ce qui est arrivé à M. Roger à Lyon, quand j'ai vu cet homme bon être détruit par cette femme, je me suis juré que si un jour j'avais la chance de l'empêcher de refaire ça, je le ferais. Peu importe le risque, certaines choses sont plus importantes que sa propre sécurité. » Henri l'a regardée avec une admiration renouvelée. « Vous êtes une femme incroyable, Béatrice, et je veux que vous sachiez que vous aurez toujours une place ici, non seulement comme employée, mais comme membre de cette famille.
Vous avez sauvé mes enfants, vous avez sauvé mon patrimoine, vous avez sauvé ma vie de devenir un mensonge. Cela ne se paie pas avec un salaire. » Béatrice a senti des larmes dans ses yeux. « Merci, Henri. Cela signifie beaucoup pour moi. » Ils ont continué à parler tard, partageant des histoires de leur vie, découvrant qu'ils avaient plus en commun qu'ils ne l'imaginaient. Béatrice a parlé de sa jeunesse pauvre dans l'intérieur de l'Auvergne, de la perte de sa mère jeune et de la nécessité de travailler dès l'adolescence. Henri a parlé de la pression d'être l'héritier d'une tradition familiale, de la façon dont il sentait parfois qu'il n'était pas maître de sa propre vie. Quand l'horloge a sonné minuit, Béatrice s'est levée pour aller dormir. Avant de partir, elle s'est retournée à la porte. « Henri, puis-je vous donner un conseil ? » « Bien sûr. Ne vous pressez pas pour trouver quelqu'un de nouveau. Laissez votre cœur guérir d'abord et quand la bonne personne apparaîtra, vous le saurez. Vous n'aurez pas besoin de masque ou de mise en scène. Ce sera naturel comme respirer. » Henri a souri. « Merci, Béatrice. Je m'en souviendrai. » Après son départ, Henri est resté à regarder le feu pendant quelques minutes. Pour la première fois en 3 ans depuis la mort d'Hélène, il s'est senti en paix. Pas encore heureux. La blessure d'avoir failli être détruit par Marcel était trop récente, mais en paix, et c'était un début. Les jours suivants ont été une course folle. Henri a dû se rendre plusieurs fois au commissariat, faire des dépositions, reconnaître des documents, identifier des biens que Marcel avait tenté de transférer. Le commissaire Bernard l'a tenu informé des enquêtes. Marcel et Richard étaient accusés de multiples crimes dans plusieurs départements. Avec les preuves recueillies, y compris les enregistrements faits au domaine, ils n'avaient aucune chance d'échapper à la prison. Ils ont également découvert des choses effrayantes. Marcel avait un appartement à Marseille, où elle gardait de faux documents pour au moins 10 identités différentes. Il y avait des passeports, des permis de conduire, des actes de naissance, tout falsifié à la perfection. Elle avait des comptes bancaires dans 5 pays différents, toujours sous de faux noms, avec des millions d'euros déposés, fruit de ses escroqueries précédentes. Richard, le complice, a fini par conclure un accord de délation. Il a tout avoué, a donné les noms d'autres personnes impliquées dans le gang, a révélé comment fonctionnait le S.